On récupérait les enfants le soir avec des morsures, des griffures. Les grands groupes de crèches qui concentrent l'essentiel du secteur privé veulent éviter de devenir le prochain Orpea de la petite enfance. Un repas, un enfant. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on les applaudisse, parce que pour nous, ça semblait normal, un repas, un enfant. Dans certaines structures, remplir en surnombre, ce qui peut être autorisé par la loi, est devenu une pratique quotidienne. Le privé à but lucratif se défend d'être le seul responsable de la dérive du secteur. Les autorités publiques sont accusées d'avoir mis en place aussi un système de financement aux effets pervers, un système de financement à l'heure ou de subvention à l'heure et non à la journée, ce qui pousserait au remplissage, voire au surbooking dans certaines crèches. Alors d'habitude, on entend parler de surbooking plutôt avec les compagnies aériennes qui vont remplir plus les avions en pariant sur des annulations. C'est plus ou moins le même système dans les crèches. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'enfants selon le mètre carré, selon le nombre de salariés, il y a beaucoup de critères. Mais dans certaines structures, remplir en surnombre, ce qui peut être autorisé par la loi, est devenu une pratique quotidienne. C'est-à-dire que par un souci de rentabilité, les crèches vont être remplies au maximum constamment. C'est le cas notamment dans de nombreuses structures privées comme Babylou à Saint-Priest. Cette crèche de Babylou que nous avons documentée avec Mathieu Péris accueille en temps normal 65 enfants. Ils sont autorisés à accueillir 78 enfants occasionnellement, en cas d'urgence ou de dépannage pour les parents. Mais en 2021, des inspecteurs de la PMI se sont rendus compte que cette crèche était tout le temps à son maximum. C'est une pratique à la limite de la légalité, ont-ils indiqué. Ils ont demandé à Babylou de se conformer et d'atteindre une moyenne de 65 enfants sur la semaine. Babylou se défend en disant que ce fameux taux d'encadrement que vous connaissez tous par cœur maintenant est respecté et que les pics atteints ne le sont que sur 1 heure ou 2. Sauf que ce n'est pas une exception. Cette course au remplissage, nous l'avons constatée dans de nombreuses structures. Notamment dans la partie Grand Est et Sud de la France, nous avons trouvé des échanges écrits d'un manager de Babylou. Nous le surnommerons Monsieur Chiffre. Monsieur Chiffre a pour mission notamment de faire des relances. Nous avons plus que 5800 heures de retard, plus que 3400, encore un petit effort. Dans ces mails, les crèches en couleur verte sont les bons élèves. En rouge, ce sont les crèches retardataires. Ça veut dire que les directrices de crèches doivent à tout prix signer des bons de commande, c'est-à-dire trouver des enfants, même pour quelques heures dans la semaine. En Île-de-France, nous avons rencontré une ancienne directrice de crèche du groupe Babylou. Elle a fini, elle, par jeter l'éponge, car à la fin, elle voyait des dollars au-dessus de la tête des enfants. Elle nous a montré tous ces tableaux Excel, ces taux d'occupation, de profitabilité qu'il fallait absolument remplir à chaque fois. Cette pratique de sur-régime est d'autant plus dénoncée que les crèches sont en sous-effectif, sont en sous-régime. Alors, le 19 octobre, partout en France, il y a eu une grande manifestation, à Marseille notamment, du mouvement Pas de bébé à la consigne, qui dénonce depuis des années la dégradation dans les crèches. Il y avait notamment Aïcha Abdallah Ould, elle est auxiliaire de puériculture depuis 34 ans. Elle fait partie du groupe Les Petits Chaperons Rouges à Aix-en-Provence. Elle est syndiquée à Force Ouvrière Action Sociale. Je vous propose de l'écouter. Les enfants sacrifiés, des salariés usés,
les problématiques que je crois qu'on rencontre un peu de partout, c'est-à-dire surbooking, manque d'effectifs d'encadrement, toujours à la recherche. On travaille avec des non-diplômés du coup et ça nous donne un travail supplémentaire pour pouvoir les encadrer correctement. Il y a des arrêts maladie en cascade parce qu'on a une surcharge de travail impressionnante. Les directrices qui sont partagées en deux entre la direction du groupe et son équipe, qui font des burn-out tout le temps. Voilà. Aïcha, vous avez un mégaphone à la main devant la préfecture de Marseille. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui ? Je revendique les augmentations de salaire de au moins 10%, le taux d'enfants par encadrant à 5 au lieu de 8, une meilleure formation et une formation continue et surtout embaucher du personnel qualifié. Ce jour-là, une délégation a été reçue à la préfecture. C'est là que nous avons rencontré Aurélie Debry et Muriel Schneider, deux directrices de crèche qui font partie du mouvement Pas de bébé à la consigne et du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir Muriel Schneider, Aurélie Debry. Vous êtes éducatrice de formation, directrice de crèche, membre de ce syndicat qui est apolitique, je le précise. Muriel Schneider, vous êtes directrice d'une crèche associative à Marseille, Enfance et Différence. Aurélie Debry, vous êtes à la tête de micro-crèches dans un grand groupe privé, les Petits Chaperons Rouges. Et vous êtes toutes les deux dans des réalités différentes, mais des problèmes communs. Alors, on va commencer aussi par l'actualité. Pour votre syndicat, c'était un très mauvais signal ce qui s'est passé hier avec la commission d'enquête sur les crèches. Je cite votre communiqué. Comment peut-on mettre un président et rapporteur, deux députés qui ont porté des amendements écrits par la Fédération française des entreprises de crèches, le lobby des crèches? Que craignez-vous avec la configuration de cette commission d'enquête sur les crèches? En fait, on a peur au niveau de l'impartialité sur cette commission d'enquête, tout simplement, sachant qu'en fait les lois qui ont été promulguées ces dernières années vont en la faveur des entreprises privées. Toute cette déréglementation qu'on a connue avec la loi Norma, ça favorise du coup tout ce qui se passe malheureusement dans les structures privées, et on a peur que du coup cette commission soit pas aussi impartiale que ce qu'on attendait ces derniers jours. Alors, deuxième question. On a pu entendre donc Michel Perron qui a fait 54 recommandations pour lutter contre la déréglementation dans les crèches et replacer l'enfant au cœur du sujet. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces recommandations ? En fait, il y a dans un premier temps un côté très, très optimiste. On disait qu'enfin, le fond du sujet était pris en considération. C'est vraiment l'enfant et son bien-être, son accueil, sa prise en charge. Donc dans un premier temps, c'était top d'avoir enfin ce type d'argument. Ensuite, en lisant ces 54 propositions, on se pose beaucoup de questions, se disant ça nous paraît idyllique, c'est tellement beau, mais concrètement parlant, sur le terrain, comment ça va se passer? Quels sont les moyens que nous allons avoir? Est-ce que ça va vraiment être réalisable? Je précise que donc, Madame Perron est en train de préparer une proposition de loi à partir de ces 54 recommandations avec Madame Isabelle Santiago, qui est députée socialiste pour 2024, pour le semestre 2024. Vous, Aurélie Debry, dans ces recommandations, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes ? En fait, ces recommandations, c'est finalement ce que Pas de bébé à la consigne réclame depuis des années. Donc de se dire que depuis des années on alerte, que depuis des années on attend que ces recommandations enfin soient entendues et finalement posées sur papier, on se dit pourquoi on n'a pas été entendu avant. Voilà, tout simplement. Donc forcément, beaucoup de choses sont à prendre. La formation continue, on est complètement d'accord avec ça. La formation, pouvoir dégager les professionnels de leur terrain pour qu'elles aillent se former, juste déjà ça, c'est énorme et c'est très rarement possible sur le terrain. Donc forcément, accueillir des professionnels qui ont
les compétences et les diplômes pour accompagner ces jeunes enfants. La revalorisation, forcément, passe par là, puisque plus on a de compétences, plus on peut être reconnu avec le salaire. Et puis le taux d'encadrement, on n'en parle pas, parce qu'on se bat depuis des années pour qu'il soit revu à la baisse, pour pouvoir avoir une bonne qualité d'accueil. Donc, voilà. On vient d'entendre Aïcha parler des problèmes de surbooking dans les crèches. Vous, est-ce que vous avez constaté cette pratique? Qu'est-ce qui vous est remonté au sein de vos syndicats? C'est une réalité. C'est une réalité qu'on rencontre dans tous les domaines, que ce soit le privé, le public et l'associatif. C'est une réalité du terrain. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière tout ça, on a la pression de nos partenaires, c'est-à-dire la CAF, qui vient, puisque c'est celui qui paye, c'est celui qui nous amène la manne, et donc on est tenu de respecter les impératifs qui nous sont tenus. Donc de ce fait, on est pris entre le marteau et l'enclume, à savoir on doit accueillir les enfants, permettre aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir aller travailler et donc de faire garder leurs enfants. Et d'un autre côté, accueillir ces enfants dans les meilleures conditions possibles, avec des équipes de personnes compétentes, bienveillantes, et donc tout ce que ça entraîne donc, de ce fait. Il y a eu de nombreuses annonces depuis quelques mois de la part de Jean-Christophe Combe, puis Aurore Berger. On attend toujours donc de savoir comment ça va vraiment être mis en place. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces annonces ? Qu'est-ce qu'on retient de ces annonces? Qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant pour la suite? Sincèrement, ce qu'on retient, c'est déjà qu'elles sont présentes, certes, mais en fait, on est arrivé à un point de rupture quand même dans le secteur, et je pense que voilà, ce qu'on aimerait retenir, c'est qu'on se mette en action, surtout au niveau du gouvernement, parce que nous, en action, on y est tout le temps sur le terrain, non-stop. Et voilà, là, je pense que c'est ça dont on a besoin, c'est qu'enfin, on nous propose des solutions concrètes avec des délais. Parce que voilà, on était censé être valorisé en dernières annonces autour de janvier 2024. On attend toujours de savoir combien, comment, pourquoi, qui. Toujours rien. Janvier 2024, c'est dans 15 jours. Donc voilà, il nous manque. On a les annonces, ok, mais maintenant, il nous manque vraiment. Et en fait, voilà, de ce qu'on a à retenir, c'est maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, en fait, et pour les enfants et les familles, forcément. Depuis plusieurs mois, il y a eu ce rapport de l'IGAS, il y a eu des enquêtes, des livres, des impacts forts. Qu'est-ce qui a changé depuis un an, au final? Rien. Sur le terrain, pas grand-chose. C'est même de plus en plus compliqué parce que du coup, en plus d'avoir la pression qu'on avait habituellement, on a les familles qui sont inquiètes, et ce qui est naturel. On a les gestionnaires, qu'importe le secteur. Hein. Voilà, du coup, dans le syndicat, on a énormément de témoignages et qui, du coup, mettent encore plus la pression pour faire toujours mieux avec les enfants, mais avec toujours moins quand même. Et du coup, c'est vrai que pas grand-chose ne change et on aimerait que ça change. On se bat au quotidien pour ça. Et c'est vrai que pour l'instant, après, je ne sais pas toi, ton ressenti. Muriel Schneider, à vous? Oui, en fait, depuis un an, ce qui a changé, c'est qu'on a eu le sentiment d'être un tout petit peu plus entendu et reconnu. Parce que malheureusement, avec ce drame de Lyon, il y a des gens, il y a des médias qui se sont intéressés à nous. Avec Aurélie, ça fait quelques années que nous sommes présentes. Ce n'est pas le 19 octobre que la lutte a commencé. Ça fait des années que nous sommes chaque année, et plusieurs fois par an parfois, face à la préfecture, et nous rencontrons à chaque fois en délégation les représentants de la préfecture. Et notre discours, il est toujours le même. La lutte de pas de bébé à la consigne, au niveau national, on a le sentiment de n'avoir pas été entendu. Et malheureusement, depuis cet événement dramatique, les médias se sont un petit peu plus intéressés à nous. Et vous, avec votre livre, vous nous avez permis une visibilité qu'avant on avait un mal fou à raconter. Voilà. Donc merci en tout cas. Nous, on a enquêté, mais c'est les salariés, les acteurs du terrain qui dénoncent depuis des années. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est vrai que c'est fou que ça éclate que maintenant seulement.
pour finir, peut-être, qu'est-ce que vous attendez de ce service public de la petite enfance, voilà, qui est promis, qui doit être mis en place d'ici 2025 ? Oui, on attend tout. Alors tout à l'heure on n'entendait rien, mais finalement on attend tout. Qu'est-ce qu'on attend ? En fait, voilà, tout ce qui a été mis en travail du coup ces dernières années, que ce soit le rapport des 1000 jours ou même les rapports d'avant finalement, hein, puisse du coup enfin servir à quelque chose. Et soit concrètement mis au service de l'enfant. Et puis que du coup, en fait, tout simplement, tout puisse être centralisé, parce que finalement, depuis des années, on ne sait pas à qui la petite enfance appartient. Un coup, on est du côté de la santé, un coup, on est du côté de la solidarité. Donc il serait temps, je pense, en France, qu'on puisse avoir quelque chose de construit avec tout le monde autour de l'enfant. Et puis après, pourquoi pas à plus grande échelle, avec du lien avec l'éducation nationale, etc. Et en fait, voilà, tout simplement qu'on puisse travailler ensemble et que la petite enfance soit reconnue comme une entité à part entière au sein du gouvernement et du coup du travail. Voilà. Et vous, Muriel Schneider, pour finir ? Pour finir, que tous ces effets d'annonce passent à l'action, la vraie action, et concrètement qu'on puisse au quotidien, et surtout ceux qu'on oublie, ce sont nos tout petits, les petits qui sont les citoyens de demain, qui ont le droit, qui méritent qu'on les accueille et qu'on les prenne en charge correctement. Merci à vous, on se retrouve au débat. Pour cette enquête, j'ai passé plusieurs journées en crèche, dont une au sein du groupe People and Baby, sans caméra cachée, pour comprendre. Il a fallu être très discret car le groupe avait rouillé toute communication depuis le drame de Lyon. Sur place, le directeur de cette crèche m'a montré comment il essayait d'aider ses salariés sur le terrain, de respecter leur temps de travail, mais il devait freiner des 4 fers face aux commerciaux. Il me confiait alors: l'intérêt des salariés et l'intérêt des enfants passera toujours avant l'intérêt financier d'une entreprise. Nous avons envoyé des questions à la ministre Aurore Bergé. Nous attendons toujours. Nous avons également envoyé de nouvelles questions et demandes d'interview au lobby des crèches, la Fédération française des entreprises de crèches, sans réponse à ce jour. En juin, leur chef, Elsa Hervy, maintenait cette position, je cite: « Les maltraitances sur les enfants sont d'abord une faute individuelle », ce qui va à l'encontre de tous les rapports qu'il y a eu ces dernières années, des nombreuses enquêtes qui sont sorties, c'est-à-dire que la maltraitance économique fait le lit des maltraitances sur les enfants. Pour le lobby des crèches, les entreprises ne sont pas le problème, mais l'une des solutions. Le lobby des crèches réclame des solutions contre la pénurie de personnel, contre le manque de formation. Pour eux, c'est là que le problème se trouve. S'il y a des dysfonctionnements dans le secteur privé, ils renvoient aux problèmes dans le secteur public également. En 20 ans de privatisation, un glissement s'est opéré. Des PME aux valeurs pédagogiques innovantes au départ sont devenus des grands groupes, de plus en plus dirigés par des considérations purement financières. Des directrices de crèches ont vu leur métier évoluer au point de devenir parfois des commerciales, de devoir distribuer des flyers. Elles voient des supérieurs arriver, des cadres dirigeants qui ne viennent pas de la petite enfance, qui peuvent aussi bien arriver des laboratoires Biomérieux que de Pizza Hut, Danone, Etam ou des cabinets de conseil KPMG. L'attente est immense autour de ce service public de la petite enfance pour limiter les dérives de la marchandisation du secteur. Il en va de l'avenir des enfants dans ces structures, en espérant qu'il n'y ait plus de crèches low cost en France.